Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors cette fois-ci on est parti pour une série de 2 vidéos consacrées à Shadespire. Donc moi c'est, vous le savez, un jeu que j'aime particulièrement. Et donc cette fois-ci je vais vous présenter d'abord les haches élues. Dans un premier temps, on fait le tour de la boîte avec la belle illustration. Alors ces boîtes, je les aime bien parce que c'est des boîtes qui donnent envie. Hein. Vous voyez sur le côté, vous explique, vous assemblez votre bande, c'est facile à construire. Vous faites votre pile de cartes et puis vous triomphez de votre rivaux. Donc ensuite, on voit le dessous. Donc on vous montre une figurine à l'échelle réelle, la couleur des figurines, les figurines que vous avez à l'intérieur. Et puis voilà, un boîtage qui fait envie, qui donne envie. Et on va directement voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà ouvert la boîte et regardé un petit peu aussi toutes les cartes, tout le contenu, pour gagner un petit peu en efficacité, avoir déjà un petit peu mes cartes préférées, les petites cartes qui vont bien. Alors à l'intérieur de la boîte, on trouve un de ces nouveaux compartiments de chez Games, on a l'habitude, on le trouve maintenant assez souvent. Alors, première plaque qu'on va mettre ici, et deuxième plaque. Alors on va la regarder une par une. Alors première grappe de figurines, donc on va essayer de détailler un petit peu. Alors c'est vrai qu'on se rend pas bien compte parce que les figurines elles sont vraiment décomposées de façon un petit peu difficile à imaginer, parce que c'est vrai que d'habitude on a l'habitude de voir le corps, la tête, enfin les bras séparés. Là vous avez vraiment des morceaux. Vous voyez ici on a vraiment un morceau de visage qui va venir se coller sur l'arrière de la tête, j'imagine ici. Donc c'est un peu difficile de se rendre compte. Alors on peut voir les socles. Les socles avec les petites runes. Donc là, les petites runes, on va les retrouver, hein, vous voyez, le type des... Enfin, le look des Fire Slayer, ça va être souvent nu, avec gravé dans leur peau, enfin des runes qui se sont incrustées, en fait. Deuxième grappe, donc là aussi, avec les 2 socles. Donc là, on voit ce gros socle, ça, vous avez pu le voir, hein, c'est celle du héros, du chef de bande, avec un gros crâne qui ressort. Et puis, sa figurine. Alors, vous voyez, là, on peut pas voir grand-chose. Alors, c'est pas très intéressant de les voir comme ça. Après on peut regarder un petit peu la finesse quand même. Bon voilà, je voulais juger. La hache là avec les petits trous à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Là le casque, alors là il est pas creux mais c'est pas mal aussi. Bon, les figurines je les mets de côté pour l'instant, on verra ça plus tard, parce que ce qui va être aussi intéressant, c'est d'aller chercher sur tous les cartes, hein, parce que quelle que soit votre faction à Shadespire, faut vous rappeler que dans chaque paquet, vous allez trouver en fait des cartes qui sont spécifiques à la bande que vous avez choisie, donc là en l'occurrence les haches élues, et après aussi des cartes qui sont génériques que vous allez pouvoir utiliser dans toutes vos bandes. Et c'est pour ça que je pense que si vous êtes un joueur de Shadespire, vous avez envie de tout prendre, hein, prendre toutes les cartes. Alors comme je vous l'ai déjà dit, les cartes, je les ai déjà lues un petit peu pour essayer de prendre de l'avance. Et donc du coup, je vais vous les faire découvrir, classer tout simplement. On va commencer par les personnages. Alors le contenu de ce booster, de cette bande, donc on va avoir évidemment toutes les cartes. Donc là je les ai classées, là on va avoir les cartes d'objectifs, puis après les cartes de pouvoir, les cartes de personnages, les figurines, et puis la petite notice de montage. Alors voilà, comme ça vous pouvez un peu apprécier la simplicité, on va dire, de montage des figurines, et puis le travail qui a été fait, hein, sur la façon dont elles peuvent s'agencer pour justement qu'on n'ait pas le plan, vous savez, le plan à chaque fois de coupe qu'on peut avoir. Après, le petit schéma de couleur. À mon avis, c'est assez simple à peindre, hein. Donc il y a 60 cartes, vous imaginez bien que ça va être un petit peu long, je vais pas passer 1 minute par carte, sinon la vidéo va faire 1 heure, donc on va aller assez vite. Alors on commence avec Shulgrimnir, donc le chef. Alors son arme de base, 1 de distance, 2 marteaux pour 3 dommages, qui est plutôt pas mal pour un boss. Après le mouvement de 2, alors on verrait que le mouvement chez les nains c'est pas la fête, ils bougent très lentement, hein, comme les squelettes. Par contre après ils vont avoir pas mal de boost, et puis bien sûr, hein, dès qu'ils sont exaltés, alors leur condition d'exaltation c'est ce combattant tient un objectif à la fin de la phase d'action. La phase d'action c'est à la fin, on va dire, du premier round de jeu, hein, donc une fois que les 4 activations auront été résolues, ce qui veut dire que du coup si on vous pousse sur la fin, ça peut être un petit peu compliqué, et puis quoi qu'il arrive vous n'allez pas être, vous n'allez pas bénéficier de vos compétences sur le premier round de jeu. Mais après, l'intérêt aussi, c'est que si vous réussissez à prendre 3 objectifs qui sont chez vous, facilement, même un 4e, pourquoi pas, on peut imaginer, vous allez avoir tous vos combattants d'exaltés. Ça va être assez bien. Ensuite, donc une fois qu'il a exalté, il a gagné son point de mouvement, son point de blessure. Et puis après, donc sa clé va mettre un dommage en plus, et puis il va avoir la règle fracassante. Donc fracassante, c'est pour empêcher justement les défenses de type bouclier. On continue avec Tefk Flambearer. Alors, il a 2 attaques. Donc la première attaque,
d'attaque qui va avoir 2 dés d'attaque pour 2 dommages et l'autre 3 dés d'attaque pour un seul dommage. Donc on imagine que si vous avez envie de finir l'adversaire qu'il ne lui reste qu'une seule blessure, bah, ça va être plus sympa quand même de lancer 3 dés, faire la petite attaque. Alors donc toujours pareil, 2 de mouvement, 1 de bouclier, 3 points de vie, et quand il s'exalte, donc ces 2 haches en fait vont être utilisées dans une seule attaque combinée qui va avoir 3 dés d'attaque et puis 3 blessures avec, si on obtient un critique, l'attaque est fracassante, ce qui est plutôt pas mal. Alors il va gagner aussi son petit point de vie et puis sa petite case de mouvement. Maigrim le Fou, enfin un nom en français. D'ailleurs c'est un peu bizarre, on peut se demander pourquoi il y a à la fois des noms en anglais comme Flame Bearer et puis après le gars il s'appelle le Fou, bon pourquoi pas. Mais c'est étonnant. Alors, attaque de base, 1 hexagone évidemment, 3 épées, dommage 1. Donc c'est dommage 1, ça picote mais ça va pas tuer grand chose. Ensuite, toujours pareil, 2 de mouvement, 1, 3, et quand il devient exalté, alors toujours 3, 1, 4, donc ça va pas changer, hein, quels que soient les persos. Par contre, du coup, il va gagner un bonus sur 2 dommages. Et ensuite, Al-Kashine, alors là, je pense qu'il y a une erreur, parce que ça, je vous la lis, vous pouvez relancer les dés d'attaque de 1 chaque fois que ce combattant effectue cette action d'attaque. Les dés d'attaque de 1. De 1 quoi? Moi, je joue pas avec des D6, donc... alors, je sais pas. Alors là, du coup, c'est assez compliqué de savoir ce que ça veut dire. J'espère qu'il y aura une fac qui va être assez rapide, parce que sinon, du coup, vous n'avez pas de bonus. Si vous savez, dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein, ou alors, s'il y a la version anglaise qui traîne. Alors, j'ai pas trouvé sur le net encore de vidéo ou quoi que ce soit de présentation de cette carte-là, donc je pense que ça devrait pas trop tarder. Ça, on verra avec la version originale, en espérant que la version originale soit correcte. Alors, ensuite, on a Vol Urugbane. Donc attaque à 1, 2, marteau pour 2 dommages, toujours la même capacité en dessous, avec l'exaltation qui revient au même. Et là, du coup, il a 2 pour 3 dommages, avec recul de 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que pour... ça, c'est un des persos les plus... Enfin, c'est pas le boss, hein, mais par contre, il va quand même causer 3 dommages. Donc les nains, une fois qu'ils sont exaltés, ils peuvent quand même causer quelques dommages. C'est plutôt pas mal. Après, comme on l'a vu, avec des capacités de mouvement de 2 et exalté de 3, c'est pas super top pour aller chercher l'ennemi, ni chercher les objectifs. Heureusement, on va voir qu'ils ont pas mal de cartes qui leur permettent justement de booster ça. Alors, ce que je vous propose pour gagner un petit peu de temps, c'est que dans un premier temps, je vais présenter les cartes spécifiques au clan des H élus. Et donc, du coup, comme ça, après, je vous ferai un petit jump. Donc, vous pourrez directement sauter. Si ces cartes-là vous intéressent pas et que vous avez envie de voir directement les cartes génériques, vous pourrez aller directement donc, à ce timing-là, là, qui est ici, qui se balade. Et puis, comme ça, vous allez directement, si vous voulez pas jouer les H élus, aller directement là-dessus. Alors, on commence avec les cartes d'objectif. Donc, marquez ceci à une phase de fin si un combattant ami tient un objectif tenu par un combattant ennemi au début de la phase d'action précédente. Donc ça peut être pas mal, ça peut être facilement réalisable. Je pense qu'avec les nains, on a envie peut-être justement de faire des actions sur les objectifs, puisque c'est comme ça en fait qu'ils vont s'exalter. Donc le jeu vous encourage vraiment à les jouer comme ça. Alors, je sais pas si avec le temps, peut-être, on pourra trouver d'autres façons de les jouer, ça peut être sympa aussi. Alors, promesse solennelle, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis un chef ennemi hors de combat lors de la phase d'action précédente. Donc ça, on a l'habitude de le voir, on le voit relativement souvent dans toutes les bandes. Charge féroce, marquez ceci immédiatement si un combattant ami met un combattant ennemi hors de combat avec une action de charge. Donc ça, c'est très fort, parce que souvent, c'est ce qui va se passer. Vous avez un combattant qui est un petit peu esselé, qui est un petit peu faible, et ben vous foncez, vous faites votre charge, et justement, ça va permettre d'enlever le petit point de vie qui va bien, et de marquer aussi, vous voyez, ça c'est marquer ceci immédiatement. Ça, c'est très intéressant. Toutes les cartes d'objectifs qui peuvent être marquées immédiatement, elles sont bien, parce que dès que vous l'avez joué, vous la repiochez directement, enfin, vous en repiochez une directement. Ça rapporte un point. Ensuite, marquez ceci à une phase de fin si tous vos combattants survivants, au moins 3, sont exaltés. Donc, ça peut être fait si vous jouez vraiment sur le fait d'être... Alors, le problème, c'est qu'il faut que vous soyez à la fin de votre tour sur les objectifs. Et ce qui va se passer, surtout, c'est que si vous jouez contre... Enfin, peu importe, le gars, s'il est un petit peu malin, il va venir toujours vous taper et essayer de vous pousser pour que vous ne soyez pas sur un objectif. Et comme même si on ne vous met pas de dommages, si l'attaque passe, il y a toujours moyen d'avoir recul, enfin de repousser l'adversaire. Faudra jouer pour voir si ça se fait facilement ou pas, mais j'ai un petit peu peur que ce soit compliqué d'avoir tous vos combattants toujours à la fin d'un tour sur des objectifs. Et surtout que si en plus l'adversaire connaît, sait que vous jouez cette carte-là, il va pas vous laisser faire. Alors ensuite, marquez ceci à une phase de fin si tous vos combattants survivants, au moins 3, ont fait une action de charge à la phase d'action précédente. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas vraiment de l'adversaire. Et puis, vous n'êtes même pas obligé de charger des combattants différents. Il suffit qu'il y ait un combattant, vous faites vos actions de charge, simplement.
Ça peut être fait assez facilement. Alors après, il faut se méfier quand même, parce que les nains, ils ont 2 en mouvement. Donc dans le premier tour de jeu, si l'adversaire n'est pas consentant et qu'il ne vient pas justement vers vous pour essayer de vous attaquer, vous allez avoir du mal à pouvoir le contacter facilement. Ensuite, marquez ceci une phase de fin si tous vos combattants tiennent des objectifs sans qu'aucun combattant ennemi ne le fasse. Donc ça peut être fait aussi, c'est vrai, c'est un petit peu comme l'autre carte qu'on a vue juste avant. Alors là, l'avantage, c'est que là, ça rapporte 2 points de gloire. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut que l'adversaire joue pas du tout sur les objectifs, alors que vous ayez réussi à le pousser. Bon, à voir après sur le long terme. Donc là, 3 points de gloire. Marquez ceci à la 3e phase de fin si aucun de vos combattants n'est hors de combat. Donc, je ne sais pas, parce que les nains, enfin vous voyez, si on prend ce perso de base, et ben, il peut faire ce one-shot. Vous envoyez ça avec le serpent ou quelque chose comme ça, il a qu'un dé de défense, il se fait prendre à partie par une attaque qui cause 3 dommages, il y en a relativement souvent, les Stormcast, ou alors les Uruk, le boss, etc. Et il peut se faire one-shotter. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit compliqué de garder les nains en vie, enfin tous en tout cas. Marquez ceci immédiatement si votre chef met hors de combat un combattant ennemi. Donc là aussi, l'intérêt, c'est que c'est immédiatement. Donc ça peut être intéressant, surtout que le chef, c'est surtout celui qui tape très fort. Avance inexorable, marquez ceci à une phase de fin si tous vos combattants survivants sont en territoire ennemi. Donc ça peut être pas mal. Après, ça dépend aussi de la configuration beaucoup du plateau. Parce que si vous avez mis justement les objectifs chez l'adversaire, ça peut être justement une bonne idée d'avancer vers justement sa zone en espérant justement avoir cette carte-là. Donc ça peut être un plan de jeu sympa. Après, si vous avez beaucoup d'objectifs qui sont chez vous, si l'adversaire fait la même chose, là ça peut être un peu plus compliqué, parce que ça va être si vous prenez les objectifs chez vous pour vous exalter, pour marquer les points, vous allez avoir un peu de mal à les prendre justement ceux dans le territoire ennemi. Alors on continue avec les cartes subterfuges qui sont spécifiques justement au Duardin. Alors Fureur Berserk, la première fois qu'un combattant ami subit des dégâts à la prochaine activation, jetez un dé de défense, si le résultat est bouclier, il ne subit aucun dommage. Donc ça peut être sympa, ça vous donne une protection justement en plus, parce qu'on a vu qu'il pouvait se faire one-shotter, je pense assez facilement, avec juste 3 points de vie directement. Donc bon voilà, c'est pas mal, pour protéger vos combattants. Indomptable, la première fois qu'un combattant ami subit des dégâts à la prochaine activation, il ne subit que 1 dégât. Donc ça aussi c'est pas mal, hein. Si vous savez que le boss ennemi ou un personnage assez fort qui a une grosse attaque et à portée de charge, bah, vous jouez simplement ceci, puis votre combattant il va perdre qu'un point de vie, et un point de vie ça va, c'est très bien. Donc bonne carte défensive. Choisissez 2 combattants amis et poussez-les de jusqu'à une case. Ils doivent terminer en étant adjacents l'un avec l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on a vu que les nains encore, ils avaient toujours ce problème de mobilité. Et ça vous permet de déplacer justement vos 2 personnages sans effectuer une charge, et il y a moyen de venir se positionner pour encercler un adversaire et puis faire des attaques gratis avec justement le soutien. Donc à mon avis, une carte qu'on va jouer à chaque fois, hein. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Toutes les cartes comme ça qui facilitent le mouvement, je pense que c'est des cartes qui peuvent vraiment être utiles. Ensuite, réaction, jouez ceci après une action d'attaque d'un combattant ami qui a échoué. Ce combattant peut effectuer une autre action d'attaque qui cible le même combattant. Donc ça fiabilise un petit peu votre attaque, hein. Ça, on peut le jouer si vous vous êtes tourné vers une liste un petit peu plus offensive. Regard perçant, choisissez un combattant ennemi, il ne peut pas effectuer d'action d'attaque ni d'action de charge à la prochaine activation. Ça c'est pas mal. Alors ça, je l'aurais bien vu dans les Skaven, qui sont une faction plutôt contrôle. J'aurais bien aimé que ce soit Skaven ou au moins générique, parce que c'est quand même plutôt fort. Si vous voyez que votre adversaire, il se focalise sur un seul perso, il lui a mis 2-3 améliorations, et qui justement, il a envie de jouer ce personnage-là pour venir achever un de vos personnages, ou contester un objectif, ou je ne sais quoi, là c'est très fort, hein. Il ne peut pas effectuer d'action d'attaque, ni d'action de charge, donc il va que pouvoir bouger. C'est pas mal, hein. Ça peut faire perdre une activation à l'adversaire. Moi je trouve que c'est une carte aussi qui mérite d'être jouée. Ensuite, si la première action d'attaque de la prochaine activation est une touche critique, doublez sa caractéristique de dégâts. Donc là, ça peut être très fort quand vous lancez beaucoup de dés en fait. Et comme on voit que souvent, quand on fait des critiques, il y a des petites actions en plus qui vont venir se déclencher. Vous voyez, hein, si vous avez Tef qui vient en mode exalté, il lance 3 dés de marteau, 3 dommages, il y a des chances qu'il fasse un critique. Si vous êtes en mode critique, vous avez l'effet fracassant, donc ça veut dire pas de défense, il n'y a que le critique qui va le sauver, mais vous en avez fait un aussi, sans doute, ça va être un petit peu compliqué pour lui, et puis vous allez mettre 6 points de dommages, donc one-shotter même un boss Rook, n'importe quel perso pour l'instant, je pense, même un perso amélioré,
Il n'y a vraiment qu'un perso qui aurait 5 points de vie, qui aurait pris 2 blessures en plus. Les blessures, vous savez, c'est les points de vie, hein. Ça c'est un petit peu confondant. Mais voilà, donc ça peut être vraiment sympathique là aussi, hein. Alors, choisissez un combattant et poussez-le d'une case. Donc ça, c'est très efficace, très utile, justement pour empêcher que les adversaires viennent prendre un petit pion objectif trop facilement. Choisissez un combattant ami et poussez-le de jusqu'à 3 cases. Il doit terminer en tenant un objectif. Ça aussi, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que vous allez faire, imaginons, une charge. L'adversaire pense que votre personnage ne bougera plus. Et puis, du coup, il peut délaisser, on peut imaginer un pion objectif, ce genre de choses. Et puis vous, hop, vous allez quand même le faire bouger, prendre un objectif au dernier moment, parce que ça peut être justement à sa phase d'activation. Si vous avez commencé à jouer et que c'est votre adversaire justement qui va terminer le round, eh bien, il pense être safe. Et puis en fait, non, vous jouez cette petite carte-là, vous prenez un objectif alors qu'il pensait qu'il n'y en aurait pas. Et puis ça peut tout changer. Donc, à mon avis, une très très bonne carte. Choisissez un combattant ami et jetez un dé de défense sur bouclier ou critique, retirez-lui jusqu'à 2 pions de blessure, dans le cas contraire, retirez un pion de blessure. Donc ça c'est simplement une potion de soin, donc une potion de soin supplémentaire. Là encore ça peut être pas mal, puisque vos personnages ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ils n'ont pas de moyen de revenir à la vie, contrairement au Skaven ou aux gardes sépulcrales, donc après, est-ce qu'on peut en jouer deux? Enfin, est-ce qu'on veut en jouer deux? Ça va dépendre de la liste. Là aussi, enfin, il y a tellement de possibilités, je pense, maintenant, avec toutes les cartes, que c'est difficile de faire une analyse très fine. Donc là, ça va être vraiment, encore une fois, un petit peu survolé, vous donner des petites idées comme ça, et puis après, à vous de jouer, hein, surtout. Hein. Amusez-vous, les gars, à vous de jouer. Hein. Les combattants amis tenant à des objectifs ne peuvent pas être repoussés par la première action d'attaque de la prochaine activation. Et ça, justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, vous le jouez quand ça va être l'adversaire qui va terminer, et que vous avez justement vos personnages qui sont sur des objectifs, et que vous n'avez pas envie qu'une petite attaque vous bouge. Donc avec cette carte-là, bah, au moins, ça vous assure de pouvoir vous exalter. Donc c'est plutôt bien pensé. Alors ensuite on va voir les cartes d'amélioration, donc comme les améliorations elles sont toutes réservées à des persos, j'ai décidé de vous mettre la carte du perso qui va bien à côté, comme ça vous pouvez voir un petit peu les synergies. Alors là vous avez une nouvelle attaque qui gagne la réaction. Si une action d'attaque réussit contre ce combattant, il ne peut pas être repoussé et effectue cette action d'attaque qui doit cibler l'attaquant. Donc c'est plutôt pas mal, parce que là vous allez quand même avoir de bonnes chances de mettre un petit dommage ou un petit critique, et puis vous pouvez aussi repousser l'attaquant lui-même. Donc voilà, une carte intéressante à jouer. Ensuite, force brute, les actions d'attaque de ce combattant gagnent l'effet recul 1. Donc pourquoi pas, si là vraiment vous avez envie de bouger vraiment l'adversaire. Après, à choisir si on est vraiment entre les deux, je préfère prendre l'autre qui met des attaques bonus, parce que du coup, faut bien penser que la réaction, c'est une action supplémentaire. Donc du coup, alors que normalement vous avez que 4 actions d'attaque au maximum par round, avec cette riposte, vous avez la possibilité justement de refaire une attaque gratuite, même si vous avez été en charge ou ce genre de choses. Ensuite, on a Vol Hurricane. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir grand coup de taille, une attaque donc avec 2 épées et 2 dommages. Donc là, vous dites, bah, autant utiliser sa grande hache, tout simplement. Par contre, si tous les combattants ennemis adjacents effectuent un jet pour chacun d'eux. Donc, si vous êtes entouré, pourquoi pas. Après, moi, de mes parties, c'est assez rare qu'on se retrouve comme ça un petit peu entouré, et surtout si l'adversaire sait que vous avez joué cette carte là, il va pas avoir envie de venir vous entourer. Après donc ça bien sûr vous pouvez le jouer aussi pendant le tour de l'adversaire, alors que lui est venu pour essayer d'avoir du soutien contre votre personnage, mais là aussi je pense qu'avec le temps, en connaissant le deck de l'adversaire, vous pouvez vous dire que Vol c'est un personnage qu'on va pas avoir envie d'entourer, et que s'il y a un personnage à cibler, plutôt en choisir un autre. Vous voyez, il y a tout le métagame qui va se développer, donc c'est pour ça que pour l'instant je serais pas fan. Ensuite, champ guerrier, ce combattant est considéré comme 2 combattants en soutien au lieu d'un seul lorsqu'il apporte son soutien. Donc ça aussi c'est pas mal, parce que c'est assez facile du coup, avec 2 actions de charge sur un seul personnage, d'avoir une attaque qui va porter beaucoup de dommages, parce que comme lui est considéré comme 2 fois le soutien, ça veut dire que l'attaque de base, on va considérer que c'est un marteau-passe, donc vous avez le critique, les doubles marteaux, le soutien simple et le soutien double. Ça veut dire que vous avez 5 chances sur 6 que votre attaque passe. Comme vous allez lancer plusieurs dés, je pense que vous avez de bonnes chances d'assurer vraiment votre attaque. Donc à mon avis, ça c'est aussi intéressant. Et là, contrairement à l'autre carte, en fait, on peut vraiment, à mon avis, la jouer plus souvent. Alors ensuite, pour Maegrim le Fou, donc là, il va simplement gagner une attaque un petit peu améliorée qui met 2 dommages au lieu d'un seul. Sachant que quand il est exalté, vous avez exactement la même attaque avec la possibilité, alors on sait toujours pas ce que ça fait, mais bon, on imagine que c'est un bonus, ça va pas être un malus, on va dire que c'est une relance.
Après, cette relance, elle va être aussi effective quelle que soit l'arme, mais comme il suffit de l'exalter pour qu'il gagne en fait cette arme-là, j'avoue, je vois pas bien l'intérêt de pourrir votre deck avec une carte en plus comme ça, donc ça, à mon avis, je le mettrais vraiment dans les mauvaises cartes, les cartes qui sont pas très intéressantes, surtout que vous voyez, il peut y en avoir une autre, la hache boomerang, qui va frapper à 3 cases. 3 cases, c'est assez énorme. 3 cases, bon, après 2 épées, c'est un petit peu plus faible. 1 dommage, ça c'est un petit peu normal. Hein, les attaques à distance, elles vont toujours être plus faibles. Et en cas de touche critique, cette action d'attaque a +1 en dégâts. Donc +1 en dégâts, c'est pas mal, parce que là, du coup, ça porte à 2. Avec un petit peu de chance, ça peut être quand même pas mal. Donc là, s'il y a à choisir, vraiment, je préfère la hache boomerang. Hein. On termine avec le boss. Alors, Fulgrimir, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une réaction. Si une action d'attaque ou un subterfuge doit mettre ce combattant hors de combat, jetez un dé de défense. Si vous tenez un bouclier, le dégât subi par ce combattant est ignoré. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ce qu'on a vu jusqu'alors, c'était des cartes qui disparaissaient une fois utilisées. Tout ce qui était, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais le piège de cristal, là, la barrière de glace, je crois. Du coup, la carte, elle a toujours cet effet-là, mais après, par contre, la carte est perdue. Alors que là, ça va être à chaque fois. Donc on peut imaginer, comme ça, que sur un malentendu ou un bon entendu, du coup, votre perso, comme ça, a une bonne survivabilité, donc une bonne carte, j'aime bien. Et puis, bien sûr, on peut lui rajouter +1 en défense, donc ça rajoute en fait un dé ici, donc il aura 2 dés à lancer. 2 dés à lancer, ça commence à être pas mal. Et dernière carte, on va avoir +2 en mouvement. Et là aussi, à mon avis, c'est très bien, parce que quand il va être exalté, on imagine qu'on va avoir envie de l'exalter assez rapidement. 3 + 2, ça commence à faire 5 de mouvement. 5 de mouvement pour une attaque à 2 marteaux qui cause 4 dommages, avec la capacité fracassante en plus, donc ce qui peut one-shotter facilement un Stormcast. Stormcast ou un Uruk ou ce genre de choses. Donc la vitesse de Grémir, je pense que là c'est un must-have. Enfin, je vois vraiment pas de raison de ne pas la jouer. Hein. Alors, re-bienvenue pour ceux qui ont fait le jump et qui sont venus directement aux cartes génériques pour toutes les factions de Shadespire. Pour les autres, on continue, et pour vous, re-bienvenue. Alors, on repart sur les cartes d'objectifs. Assassinat, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis un chef ennemi hors de combat au cours de la phase d'action précédente. Donc ça, c'est connu, c'est classique. Vraiment, on peut accentuer son deck sur, justement, détruire le chef ennemi. Ça peut être sympa. Surtout si, en plus, je suis en train de me dire, surtout si le gars en face, il a choisi de grader beaucoup, en fait, son boss. Enfin, il y a vraiment, c'est ça qui est génial avec Shadespire. Il y a vraiment plein de types et d'archétypes de jeux. Et, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et quand je vois toutes ces cartes, j'ai vraiment envie de jouer pour justement, vous voyez qu'on retrouve vraiment tout ce côté de jeu vraiment très diversifié, avec des bandes qui vont être là pour prendre les objectifs, des bandes qui vont être là pour tuer le chef ennemi, pour être tranquille dans leur coin, genre les Stormcast, on nous attaque pas, on nous touche pas, on fait pas trop d'attaques. Je trouve que c'est vraiment très intéressant et que les parties vont être très diversifiées. Alors, Intrépide, marquez ceci à une phase de fin si vos combattants sont au moins à 1 contre 3. Donc ça veut dire que vous avez 3 figurines, qu'il y a 3 figurines de plus, c'est-à-dire qu'au minimum vous avez encore un combattant et que l'adversaire en a 3. Donc ça peut être fait, et avec une valeur de 2 points de gloire. Si vous jouez sur des bandes assez faibles, si vous jouez à mon avis avec les persos de corne et que vous avez envie justement qu'il vous reste qu'un seul personnage, ça peut justement être très intéressant. C'est une carte qui va être difficile à maîtriser, vous allez avoir du mal à maîtriser justement, mais là aussi, sur un bon petit... sur quelque chose qui se passe bien, tout simplement, ça peut être sympa. Marquez ceci à une phase de fin si vous n'avez joué aucune carte subterfuge à la phase d'action précédente. À voir, parce que c'est quand même vachement fort de jouer des cartes. Si on est à un moment donné où effectivement vous avez joué beaucoup de cartes sur les tours d'avant, vous n'avez pas de chance, c'est pas forcément une carte que je mettrais. Alors certes, vous pouvez vous dire, je suis sûr d'avoir ce point de victoire-là, je joue pas de cartes, mais d'un autre côté, il y a tellement moyen d'optimiser son paquet et puis d'avoir les bonnes cartes au bon moment, de là s'en priver. Je ne sais pas, à voir, là aussi sur un archétype de jeu un petit peu particulier, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais pour l'instant c'est pas vraiment les cartes vers lesquelles je vais aller. Alors marquez ceci à une phase de fin, si vous tenez tous les objectifs du territoire adverse. Alors ça c'est une carte qu'on trouve chez les Haches élus, chez les Duardins, mais c'est une carte, vous voyez le dessin c'est du garde sépulcral, ça fait penser aussi aux Skaven, parce que les Skaven, vous verrez leur capacité c'est qu'ils peuvent en fait réapparaître directement sur des points de spawn de l'adversaire, et donc du coup potentiellement on va dire assez proche des objectifs, parce qu'en général l'adversaire il va mettre ses objectifs assez proches de ses points de spawn.
Ça peut être intéressant, parce que 3 points c'est quand même beaucoup, hein. Par contre c'est tous les objectifs du territoire adverse, donc on peut imaginer que sur des parties, ça peut être assez simple si justement l'adversaire, vous l'encouragez plus ou moins à mettre les objectifs de votre côté, ou alors en zone neutre, hein. Vous savez, la zone qui touche en fait avec les deux plateaux, c'est une zone neutre, donc c'est ni chez vous ni chez l'adversaire. Vous pouvez justement profiter, mettre vos objectifs là. Alors je pense que là aussi on est sur des plans de jeu, c'est-à-dire que vous construisez votre deck et que vous avez un plan de jeu déjà, vous n'allez pas vous adapter à vraiment ce que fait l'adversaire, mais vous allez plutôt essayer de mener le jeu. Ça c'est fort aussi, hein, que l'on puisse avoir cette... ça c'est une capacité en a avec les jeux de cartes souvent, c'est de se dire est-ce que je vais être plutôt polyvalent et m'adapter à ce que fait l'adversaire, ou alors est-ce qu'au contraire, est-ce que je vais essayer d'imposer mon style de jeu et puis ça passe ou ça casse, hein. Parce que souvent si c'est l'adversaire qui impose son style de jeu et que vous n'arrivez pas à prendre l'ascendant, et ben vous n'allez pas pouvoir faire vos objectifs, faire vos cartes. Alors marquez ceci immédiatement: si un de vos combattants met un combattant ennemi hors de combat avec une action d'attaque d'une caractéristique dégâts supérieure à la caractéristique blessure de la cible. Alors là, à moins d'avoir mal compris, pour moi la caractéristique de blessure, c'est la valeur de départ de la figurine, donc c'est-à-dire 4, 3 ou 2 si c'est du squelette, et encore. Si vous avez, donc ça veut dire, il faut taper sur quelque chose de vraiment très faible et réussir à mettre plus de dommages, donc 3, ça va pas forcément être tout le temps. Ça veut dire que vous vous attaquez vraiment au faible. Après, pour juste un point, je pense qu'il y a des cartes qui sont à mon avis plus intéressantes aussi, hein, si vous voulez justement mettre beaucoup de dommages. Ensuite, on continue. Alors, impeccable planification. Marquez ceci à une phase de fin si aucun de vos combattants n'a effectué d'action de mouvement à la phase d'action précédente. Là, on voit un Stormcast dessus. Je pense qu'en effet, c'est vraiment pour les Stormcasts qui se mettent sur des objectifs qui veulent les tenir plusieurs fois, qui se mettent tous les uns à côté des autres. C'est un petit peu dur, hein, comme ça, de ne pas bouger avec aucune... Alors le problème c'est que, a priori, si je ne me trompe pas, quand vous faites une action de charge, c'est un mouvement et une attaque. Donc du coup, si vous faites une charge, on peut considérer que vous avez fait quand même un mouvement. Alors, marquez ceci immédiatement si un combattant ami réussit une action d'attaque qui inflige exactement assez de dégâts pour mettre la cible hors de combat. Donc ça me paraît déjà plus jouable, hein, que celle qui va mettre le plus de dommages, quoique, vous voyez, on les compare. Après, bien sûr, hein, vous pouvez jouer les deux, parce que l'intérêt, c'est que c'est encore une fois deux cartes qui peuvent être scorées immédiatement. Donc si vous êtes vraiment sur l'élimination de la bande adverse, que vous tombez sur quelqu'un qui joue des petits squelettes, des petits scaven, des petites choses assez friables comme ça peut être sympa parce que vous allez scorer donc un point, déjà un point de gloire pour avoir tué l'adversaire, plus le point de gloire de la carte, et automatiquement la carte est remplacée directement. Ensuite, génie tactique, marquez ceci à une phase de fin si vous tenez les objectifs 1, 2 et 3 pour 3 points d'objectif. Donc là, moi aussi, j'ai envie de me constituer un deck pour voir avec que des cartes d'objectif pour essayer de voir si c'est jouable, si l'adversaire est consentant, s'il peut nous empêcher de faire ça. Alors, totale animation, donc là vous comptez avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de gloire. Marquez ceci à la première ou la deuxième phase de fin si tous les combattants ennemis ont été mis hors de combat. Donc là, il faut jouer la poutre à mort et espérer avoir rasé l'adversaire en 2 tours. Compliqué. 7 points de gloire, certes c'est fort, mais ça vous laisse que 8 actions pour éliminer peut-être 4 combattants en moyenne, on va dire. Donc ça veut dire en 2 actions vous éliminez un combattant. C'est dur, hein. Je pense que ça va être vraiment compliqué à réaliser. Ça va vraiment aussi dépendre du plateau, comme on a été mis. À mon avis, bon, c'est bien pour le fun, mais ça va être vraiment très très compliqué. Marquez immédiatement ceci si un combattant ennemi subit des dégâts car il ne peut pas être repoussé suite à l'action d'attaque d'un combattant ami. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes assez nombreux, donc l'adversaire dans un recoin. Après, à la jouer directement, je suis pas sûr non plus. En fait, on est limité, on a que 12 cartes d'objectifs, donc il faut vraiment bien les choisir, à voir. Dans les plans de jeu, moi c'est vrai que je vais essayer peut-être de partir sur 2 types de decks, un type de deck où il y a pas mal de hasard, pour le fun, et puis après si on part sur un deck un petit peu plus opti, un petit peu plus compète, il faut que ce soit des cartes qui soient scorables facilement, et où il y a le moins de paramètres qui rentrent justement en compte pour justement marquer vos points de gloire. Et là, niveau plan de jeu, ça veut dire que l'adversaire est entouré, vous l'avez pris, vous revenez, alors avec une armée qui bouge beaucoup comme les Skaven, ça peut être intéressant. Malgré tout, ça demande de monopoliser pas mal de force juste pour un point de gloire. Pourquoi pas? Moyen. Ensuite, marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants amis survivants, au moins 3, sont dans un seul groupe avec chaque combattant ami adjacent avec un autre. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que ça dépend pas forcément de l'adversaire. Il suffit de regrouper en fait vos figurines et puis voilà.
Alors, par contre, c'est tous, hein, c'est-à-dire que si vous jouez une bande assez nombreuse, genre vous avez 5 figurines, il faut que les 5 soient au contact. Donc, c'est plutôt à réserver, là, encore une fois, au Stormcast. Hein, je pense que c'est une très bonne carte pour les Stormcast. Donc, beaucoup de cartes d'amélioration. Alors, on continue, on essaie d'enchaîner assez vite. Donc, lorsque ce combattant effectue une action de charge, augmenter sa caractéristique de mouvement de 1 jusqu'à la fin de l'activation. Ça peut être bien parce que justement, ça peut créer des surprises. Hein. Votre adversaire, il s'y attend pas, il pense qu'il est à bonne distance, et puis finalement, vous jouez cette carte-là pendant son tour, et vous gagnez une case de mouvement. Armure légère, donc ça c'est une de mes cartes préférées. Les jets de critique sur le dé de défense ne sont plus des réussites pour ce combattant. Là vous dites, c'est nul, pourquoi? Jetez un dé d'attaque supplémentaire lorsque ce combattant effectue une action d'attaque. Et ça fait tout le temps. Donc là vous êtes en mode attaque, full attaque. Au final, le critique c'est qu'une chance sur 6, ça vous laisse quand même la possibilité, si vous défendez bien, de quand même vous en sortir. Moi, c'est vraiment une carte que j'ai envie de tester, parce que le dé d'attaque supplémentaire à chaque fois, ça peut vraiment être très puissant. Donc, une de mes cartes préférées du paquet. Ce combattant ne peut être repoussé que par une touche critique. Donc ça aussi c'est très bien justement pour les nains si vous avez envie d'être sur les objectifs et qu'on veut pas justement perdre avec cette petite pousse, hein, toujours qui peut tout briser, qui peut briser vos espoirs de points de victoire. Arme vampire, lorsque ce combattant met un combattant ennemi hors de combat, retirez un pion de blessure. Là aussi c'est pareil, est-ce que vous avez envie de le jouer? Pourquoi pas? Là c'est pareil, si vous voulez avoir un boss vraiment optimisé. La clé flamboyante, ça on va connaître, c'est du déjà vu. Si ce combattant tient l'objectif 3 à la 3e phase de fin, marquez 2 points de gloire. Donc ça c'est des cartes que je vous encourage à jouer si vous voulez jouer sur les objectifs. Pourquoi? Parce que c'est une carte une carte pouvoir qui vous permet quand même de marquer des points de victoire, des points de gloire, et ce qui est en général réservé aux cartes d'objectifs tout simplement. Donc c'est comme si finalement vous aviez une carte d'objectif en plus, qui en plus vous permet de gagner 2 points de gloire. Donc moi je pense que c'est vraiment très très intéressant. Alors, ensuite, médaillon Katofra, donc ça vous savez, c'est des reliques. Si vous en avez un certain nombre, vous gagnez des effets cumulatifs. Bien sûr, l'idée c'est d'arriver à mon avis jusqu'à 6. Vous gagnez 4 points de gloire directement. Alors l'avantage pour ce type de deck, c'est que si vous réussissez à atteindre le seuil de 4, après l'action de ce combattant, tirez 2 cartes de pouvoir. Donc c'est-à-dire que l'action, ça peut simplement être, je me mets en garde, je pioche 2 cartes à la fin de mon tour, je vais encore jouer avec lui, il va encore s'équiper, etc. Donc bien sûr, là on va être dans une liste avec un personnage très fort qui va se suréquiper et tous ses autres sbires vont juste être là pour le protéger, faire un mur. Donc là on pense aux gardes sépulcrales, je pense. Ça peut être un plan de jeu, hein, ça peut être un plan de jeu. Après, il faut quand même gagner les points d'objectif, les points de gloire pour justement jouer tous ces artefacts-là. Parce que là, ça veut dire qu'il faut déjà être pour 6, ça veut dire que vous avez gagné 6 points de gloire. Hein. Donc, à voir. Je ne sais pas si c'est un type de jeu viable. Pour l'instant, je pense que c'est pas viable. De toute façon, il n'y a pas assez d'artefacts qui sont sortis. Mais bon, voilà, je pense qu'avec le temps, s'ils le font, c'est qu'à mon avis, ça va être jouable à un moment donné. Donc on va voir. Si le chef de bande est hors de combat, ce combattant est considéré comme étant un chef. Tant que le combattant est sur le champ de bataille, les adversaires ne peuvent pas marquer d'objectif pour avoir mis votre chef hors de combat. Pourquoi pas? Après, jouer une carte d'amélioration pour contrer une carte d'objectif, vous n'êtes pas sûr que l'adversaire joue cette carte d'objectif? Bon, bof, honnêtement bof. Foulée légère, réaction. Si une action d'attaque doit repousser ce combattant, que votre adversaire choisisse ou non de le faire, vous pouvez à la place pousser l'adversaire d'une case. Donc très très bonne carte. Moi j'aime beaucoup, parce que justement ça peut... Vous pouvez par exemple venir charger un combattant, après vous dites, tiens, je vais prendre la riposte, il va me frapper plusieurs fois. Eh bien non, parce que s'il doit vous repousser, qu'il choisit de le faire ou non, donc ça veut dire que si l'attaque passe, ou même si elle ne passe pas, mais qu'il a quand même causé qu'il a quand même réussi à faire des marteaux, des épées, et bien du coup vous allez le repousser lui. Donc plutôt une bonne carte, hein, je pense. Image changeante, réaction après une action d'attaque pour laquelle vous avez obtenu un critique pour ce combattant, avec un dé d'attaque ou de défense, vous pouvez pousser ce combattant d'une case. Donc là encore, on est dans de la grosse mobilité, alors plutôt à utiliser avec par exemple un personnage qui va avoir 3 dés d'attaque, que ce soit avec des épées ou avec des marteaux. Là où c'est toujours bon. Alors là, on a une arme assez intéressante, Hache d'ombre vert, qui a 2 profils à utiliser. Donc première, c'est au corps à corps, 2 pour 2. C'est pas mal. Et si cette action d'attaque réussit, défausser cette amélioration. Et en cas de touche critique, cette action d'attaque a +1 en dégâts. Donc, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Après, ça dépend. Si vous jouez justement une bande avec des personnages assez faibles, qui n'ont pas une grosse puissance de feu, enfin une grosse puissance de tabassage, là, ça peut être plutôt pas mal. Surtout qu'il y a aussi la petite botte secrète, ça fera pas 3,
2 marteaux c'est pas mal, 2 dommages, après cette action d'attaque, défausser cette amélioration. Donc là, à gauche, c'est uniquement si ça passe, à droite, c'est quoi qu'il arrive, vous allez la défausser. Et en cas de touche critique, cette action d'attaque a +1 en dégâts. Donc une carte assez intéressante. Donc là, je vais tester. On va tester, puis en testant, je verrai comme ça si c'est une carte qui est viable ou pas. Là aussi, ça va dépendre des situations, mais comme une fois, il y a tellement de situations différentes dans Shadespire que ça va être difficile de tout voir. Alors, priorité confuse, intervertissez 2 objectifs qui sont actuellement tenus. Donc ça peut être pas mal. L'adversaire tient un objectif, vous prenez un de vos objectifs, et puis vous l'intervertissez juste avant qu'il marque en fait ses points de gloire. Et s'il avait par exemple, vous tenez l'objectif numéro 3, avec le 3 justement vous le transvasez, ça c'est à mon avis très très bien, une bonne carte. Secousse sismique, donc poussez tous les combattants d'une case, vous devez tous les pousser dans la même direction. Ceux qui ne peuvent pas être poussés de cette manière ne sont pas poussés. Et ça, c'est le contre pas parfait des nains justement, parce que si, ou même les Stormcast qui jouent encore une fois en mode très défensif, ça c'est des listes qu'on voit beaucoup parce que pourquoi c'est dans la liste de base, dans la boîte de base, donc du coup, évidemment, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui vont jouer ce type de liste. Là, l'idée, c'est que simplement, vous ruinez leur plan. Ils sont tous sur leur objectif. Vous jouez une petite carte sur la fin en mode écoute, mec, tu vas marquer aucun point à ce tour-là. Ça peut vraiment changer le cours de la partie. Sachant que vous aussi, vous pouvez mettre vos personnages juste à côté, et il se trouve qu'en les poussant, si vous jouez bien, ils vont se retrouver sur les points d'objectif aussi. Donc, à mon avis, aussi une très bonne carte. Manque de temps, plus aucune carte de pouvoir ne peut être jouée jusqu'à la fin de la prochaine activation. Donc là, on est dans le metagame. Je sais pas, là, c'est très fin à jouer parce qu'il faut pas se planter, il faut la jouer sur un tour où vous savez que l'adversaire, il va avoir une carte avec une réaction. Ça veut dire que déjà, il n'y aura pas de réaction pendant le prochain tour. Par contre, alors c'est jusqu'à la prochaine activation. Et après l'activation, il y a la phase de pouvoir. Donc ça ne veut pas dire qu'au prochain tour, il n'y aura pas de carte de jouer, mais uniquement pendant le tour en cours ou jusqu'à la fin de ce tour-là en fait. Une fois que la carte est jouée, l'adversaire ne peut pas non plus aussi dire tiens oui moi aussi je vais jouer une carte. Piège, réaction, jouez ceci si une action d'attaque d'un combattant ami repousse un ennemi. Ce combattant ennemi subit un dégât. Ça c'est très bien parce que ça veut dire que vous allez avoir un dégât en plus, et l'avantage par rapport aux cartes qui vous disent à la prochaine activation l'attaque aura +1 en dégâts, c'est que là vous êtes sûr de les passer les dommages. D'accord ? Alors que l'autre carte, vous la jouez en disant « j'espère que mon attaque va passer », celle-ci, vous la jouez en réaction à votre attaque qui est passée, donc c'est beaucoup plus puissant. Donc je vous conseille vraiment de jouer piège plutôt que les cartes qui boostent vos dégâts. Prêt pour l'action, réaction, jouez ceci après avoir amélioré un combattant. Lors d'une phase d'action, il peut effectuer une action de mouvement ou d'attaque. Donc là aussi, très très bien. Vous avez un personnage qui fait une charge, vous le mettez au contact de 2 adversaires, vous êtes un petit peu greedy, vous tapez une première fois, vous tuez, alors dans le plan de jeu parfait, vous tuez, vous avez votre amélioration, il peut réattaquer une autre fois avec par exemple une grosse hache qu'il vient d'acheter, ou ce genre de choses. Voilà. Héritage, ça c'est pas mal aussi, jouez ceci après qu'une action d'attaque ou un subterfuge a mis un combattant ami hors de combat. Choisissez une de ces améliorations universelles et donnez-la à un combattant ami adjacent. Alors, il faut que le combattant soit adjacent, on ne peut pas le récupérer n'importe quand. C'est un petit peu situationnel, mais il y a quand même moyen de se passer justement une bonne arme. Je pense que c'est une carte qui peut être assez intéressante dans un plan de jeu justement avec les Skaven, où il y aura pas mal d'améliorations, où on a envie que ces personnages soient améliorés. Donc encore une carte situationnelle. Alors là aussi une bonne surprise, le premier combattant ami qui effectue une action de mouvement à la prochaine activation peut se déplacer de jusqu'à 2 cases de plus s'il termine son mouvement sur un objectif. Et ça veut dire que vous pouvez même faire aussi une charge. Si vous avez un combattant ennemi qui est à côté, en fait, il y avait tellement de trucs dans Shadespire, je trouve que c'est un jeu génial, vous l'aurez compris. Si le combattant ennemi, justement, est à côté d'un objectif, vous pouvez vous dire, tiens, mec, j'ai 2 cases de mouvement en plus, je vais te faire une charge, et je termine sur un objectif. Donc ça ne veut pas dire forcément que vous voulez avoir l'objectif, mais ça veut dire que vous pouvez gagner ces points de mouvement. Donc moi, je pense que c'est une très bonne carte que je vais essayer aussi. Alors ensuite, nourrir par la fureur, vous pouvez relancer tous les d'attaque pour la première action d'attaque de la prochaine activation. Donc ça c'est vraiment quand on veut assurer le coup, plutôt pas mal. Réaction, jouez cette carte si une action d'attaque ou un subterfuge doit mettre un combattant ami hors de combat. Choisissez un combattant ennemi adjacent à la cible, il subit un dégât. Donc ça c'est une carte qu'on avait pour les Blood River, mais qui du coup se trouve en générique. Donc voilà, c'est intéressant. Surtout parce que ça peut achever en fait un adversaire, il lui reste qu'un point de vie, et puis du coup il vient vous attaquer, c'est gratuit, ça ne vous coûte pas d'action, et puis vous lui mettez quand même une petite attaque qui va passer automatiquement. Bon, ça vous coûte votre personnage, mais de toute façon il allait y passer. On approche de la fin, plus que 2 cartes.
Les ténèbres s'abattent. La première action d'attaque de la prochaine activation a une portée de 1. Donc là, vraiment trop situationnel à mon avis, hein. On n'a pas de place pour ce genre de carte, à moins qu'après on rentre dans un méta où... Enfin le méta, vous savez, c'est l'environnement de jeu. C'est un environnement de jeu où vous savez, où vous jouez contre un adversaire, vous savez que sa liste, il a l'habitude de frapper à distance. Bon, pour l'instant, après, il faudra voir avec les libérateurs, je crois, c'est les Stormcast là, qui ont des arcs. Je crois que c'est une faction, que c'est la prochaine faction qui va sortir. Après, faut voir, hein, si vraiment ils sont très forts et qu'ils frappent tous à distance, ça peut être une carte justement pour contrebalancer ça. Et enfin, dernière carte, ah bah tiens, qui était une carte, bah, c'est pas grave, qui était une carte spécialement réservée. Alors, chaque fois que ce combattant effectue une action d'attaque, vous pouvez relancer un dé. Très bien, parfait, c'est réservé à personne, vous pouvez la jouer sur n'importe quel du Hardin, donc voilà, très bonne carte aussi à mon avis. Et ben voilà, on en a terminé avec ce paquet donc des H élus. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible, mais quand même donner un petit peu d'informations. Après, il y a quand même des choses qu'il faut tester, hein, bien sûr, on peut pas tout imaginer, hein. Ça va être le méta, enfin... Là, on est dans ce qu'on peut retrouver justement dans les jeux de cartes à collectionner. Dans ce type de jeu, ou sur Hearthstone si vous connaissez, faut vraiment voir comment les jeux vont se développer, ce que les adversaires vont jouer pour voir si certaines cartes sont fortes ou pas. Et voilà, là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre façon. C'est un peu dur vraiment de se projeter, hein, parce que bon, après, il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience pour dès le début, et même encore, hein, parce que les créateurs de jeux, souvent, on peut imaginer qu'ils ont fait des tas de playtests, et puis il y a quand même des cartes qui de temps en temps sont erratées, donc ce qui veut bien dire que on ne peut pas forcément tout voir. Il y a tellement de possibilités, et encore une fois tellement de richesse dans ce jeu-là, que bah voilà, j'ai peut-être pas vu, enfin il y a des tas de choses que j'ai pas vues, mais des petites choses aussi que j'ai vues, qui vont être très sympas. Alors on se retrouve pour la prochaine vidéo avec la boîte d'Escavan.